Bonjour, bienvenue. Ravie de vous voir aussi nombreux cet après-midi. Je m'appelle Julia Tass et je suis directrice de recherche à l'IRIS. Je coordonne un programme de recherche qui s'appelle le programme Climat, Énergie et Sécurité. Et j'ai la chance d'être co-directrice de cet observatoire Défense et Climat qui vous sera très rapidement présenté par Julie Bonneau-Dorin. Et je co-dirige cet observatoire avec François Gémen qui nous rejoindra en live, en direct au milieu de cette table ronde puisque ce sont les aléas du direct, il est coincé dans le train. Donc, aussitôt qu'il arrive, vous allez sans doute me voir me décaler pour lui laisser la place. Mais en attendant, je prends donc en tant que co-directrice sa relève et j'animerai cette première table ronde. Et donc, je laisse Julie Bonneau-Dorin présenter l'observatoire rapidement et dire quelques mots sur pourquoi il a été finalement lancé il y a de ça quelques années. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Julie Bonneau-Dorin, je suis chargée de mission sécurité climatique à la DGRIS et je suis pilote pour le compte du ministère des Armées de l'Observatoire Défense et Climat. Donc, nous sommes aujourd'hui réunis pour assister à la restitution de la note de l'Observatoire Défense et Climat sur les enjeux sécuritaires du stress hydrique en Europe du Sud et aux différentes tables rondes qui aborderont le sujet hydrique sous un prisme géopolitique et sécuritaire. Lancé en décembre 2016, l'Observatoire Défense et Climat est coordonné par l'IRIS dans le cadre d'un contrat pour le compte de la Direction générale des relations internationales et de la stratégie du ministère des Armées. L'Observatoire a pour but notamment d'éclairer le ministère sur les impacts du changement climatique, de renforcer les connaissances et les capacités d'anticipation, qui est un angle primordial pour le MINARM. Il est le fer de lance de l'action du MINARM en la matière, en entamant, entre autres, un travail de sensibilisation des différents organismes aux impacts opérationnels des changements climatiques et en produisant des travaux d'analyse. Il permet en outre d'être un véritable outil d'influence et de coopération internationale avec nos différents partenaires grâce aux travaux de très grande qualité qui sont traduits en anglais et avec la possibilité de faire des notes conjointes avec les partenaires. Pour revenir sur le sujet qui nous réunit aujourd'hui, cette note aborde une des problématiques sécuritaires structurantes à laquelle nous faisons déjà face et qui, sous l'effet des changements climatiques, est amenée à s'aggraver. L'Europe du Sud n'est pas épargnée et cette note aborde un des angles morts de nos réflexions stratégiques puisque traditionnellement, nous nous orientons vers la rive sud de la Méditerranée. Or, nous le voyons aujourd'hui dans l'actualité récente, l'Europe du Sud n'est pas épargnée par les catastrophes naturelles et les derniers événements catastrophiques à Valence nous le démontrent. Et je laisse maintenant la parole aux intervenants, qu'ils soient chercheurs ou opérationnels, pour présenter le sujet plus en profondeur. Et n'hésitez pas à poser des questions à la fin des tables rondes ou à venir échanger avec nous à la fin de ce séminaire. Merci. Merci beaucoup, Julie. Donc, ce que je vous propose, c'est que pour cette première table ronde, qui porte sur les armées françaises face au stress hydrique, enjeux, défis, perspectives d'adaptation. Donc, cette table ronde commence maintenant et jusqu'à 17h30. Et comme le disait Julie, il y a ensuite une deuxième table ronde qui porte sur les enjeux géopolitiques et la conflictualité autour de l'eau. Entre les deux, on aura à peu près un quart d'heure de pause. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir pendant ce quart d'heure de pause. Et pour cette première table ronde, nous avons la chance d'avoir autour de la table à la fois des chercheurs et chercheuses plutôt, et des personnes qui sont directement en charge de ces thématiques au sein du ministère des Armées. Donc, par ordre d'intervention, et non pas par ordre alphabétique ou quelque autre ordre que ce soit, nous accueillons donc Éléonore Dufaux, chercheuse à l'Observatoire Défense et Climat de l'IRIS, qui va nous restituer les grandes lignes de la note qui sort aujourd'hui. Nous aurons ensuite la chance d'entendre le colonel Vincent Minguet, chef du bureau Programme 178, Préparation et emploi des forces à l'état-major des armées. Merci d'être avec nous. Euh, le commandant Pierre Spitzer, je prononce Spitzer? Spitzer, toujours pas. Expert référent au Centre Expertise des techniques de l'infrastructure de la Défense, le CETID, au Secrétariat général pour l'administration. Merci aussi à vous de nous rejoindre. Et puis Virginie Charrier, chargée d'études eau à la direction des territoires de l'immobilier et de l'environnement, au Secrétariat général de l'administration, qui nous rejoint en seconde partie de table ronde.
Et donc, pour commencer, je vous propose de revenir sur les grands enseignements de la note que nous publions aujourd'hui. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore le site de l'Observatoire Défense et Climat, sachez qu'elle est très simplement accessible puisqu'il y a un site qui s'appelle défenseclimat.fr et qui vous permettra d'avoir accès à cette note en anglais, en français et à deux synthèses en anglais et en français également. Éléonore, je te laisse la parole. Merci beaucoup Julia, merci Julie pour ton introduction. Merci à tous d'être là aujourd'hui. Je vais vous faire une petite présentation sur les différents enseignements qu'on a pu mettre en valeur dans la note sur les enjeux sécuritaires liés au stress hydrique en Europe du Sud. Et tout d'abord, une petite définition de ce que c'est que le stress hydrique. C'est un phénomène de forte tension sur les ressources hydriques d'un territoire qui survient lorsque la demande en eau dépasse la quantité disponible ou lorsque sa mauvaise qualité limite son utilisation. La notion de stress hydrique est plutôt large puisqu'elle prend en compte plusieurs aspects physiques liés à la ressource en eau, que ce soit la rareté, la qualité, les flux environnementaux ou l'accessibilité à la ressource. En Europe, les six plus grands pays de l'Union européenne, la France, l'Italie, le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Allemagne et la Pologne, enregistrent des niveaux de disponibilité annuelle en eau qui sont relativement faibles, qui ne correspondent pas à un niveau de stress hydrique, mais qui ne sont pas non plus très éloignés de ce seuil. Et Chypre et Malte correspondent pour le coup à des niveaux de pénurie hydrique très très élevés, qui sont donc extrêmement sensibles et vulnérables à la raréfaction de la ressource en eau. Chaque année, le stress hydrique affecte environ 20% du territoire européen, particulièrement sur le bassin méditerranéen. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on s'est concentré sur l'Europe du Sud, notamment la Grèce, l'Espagne, le Portugal, l'Italie, Chypre et Malte. Et le stress hydrique affecte 30% de la population européenne. Quand on parle de gestion de l'eau, on distingue aussi les consommations et les prélèvements de l'eau. Et juste pour un petit rappel sémantique, les prélèvements d'eau, ils correspondent au volume d'eau douce extrait de leur milieu naturel et qui sont rejetés ensuite après leur utilisation. Et l'eau consommée correspond à ces quantités d'eau qui sont prélevées, mais qui sont utilisées et pas réintroduites ensuite dans la nature. On a identifié dans cette note deux grands facteurs qui agissent sur le stress hydrique. D'une part, les changements climatiques et d'autre part, les activités humaines. Euh, Comme on le sait, les changements climatiques accélèrent le cycle de l'eau en Europe. Et sur la rive méditerranéenne, ça se traduit d'une part par une augmentation des températures. On sait que la Méditerranée se réchauffe 20% plus vite que la moyenne mondiale. Un changement des régimes des précipitations. Euh, on estime que la Grèce, l'Espagne et le Portugal devraient connaître une diminution des précipitations de 21% selon le scénario RCP 4.5 du GIEC et de 55% selon le RCP 8.5 qui est le scénario du pire. Simultanément, on assiste à une intensification des précipitations extrêmes, comme on a pu le voir récemment en Europe du Sud. Euh, et en même temps, une augmentation et une intensification des sécheresses, notamment météorologiques. Et pour vous donner un exemple, en France, les projections climatiques estiment que 30% des surfaces seront en situation de sécheresse en 2100. Euh, Cela amène donc à un assèchement des cours d'eau et des nappes phréatiques souterraines, ce qui entraîne donc une baisse de la quantité de l'eau douce disponible. Et cette diminution de la quantité, elle s'accompagne aussi d'une diminution de la qualité de l'eau douce à cause des phénomènes de tropisation. Et ce qui exerce donc une pression significative sur la ressource en eau. Et le deuxième facteur qu'on identifie, ce sont les activités humaines, puisque à travers la croissance démographique, à travers l'urbanisation et à travers l'augmentation des prélèvements en eau destinés à l'agriculture, à l'industrie, au tourisme, aux besoins domestiques, la ressource en eau est de plus en plus nécessaire pour le bon déroulé des activités humaines. Toutefois,
Ces activités, elles s'accompagnent de politiques imparfaites de la gestion, de la distribution et de l'utilisation de l'eau. Et c'est là où il y a un effort significatif et il y a des marges de manœuvre intéressantes à mettre en place. Parce que, par exemple, on identifie les fuites dans les réseaux d'approvisionnement en Europe du Sud à environ 30%. Mais on assiste aussi à des phénomènes de gaspillage, à des phénomènes de pollution, d'artificialisation des sols ou de destruction des écosystèmes qui exercent des pressions significatives sur la ressource en eau. Euh, donc ces deux facteurs impactent la quantité et la qualité de l'eau douce disponible et conduit à une réduction globale de 24% des ressources en eau renouvelable par habitant à travers le continent européen depuis 50 ans environ. Et donc, les conclusions qu'on a pu tirer, c'est que il faut d'une part tenter de réduire l'impact des deux facteurs qu'on a identifiés, donc que ce soit les changements climatiques à travers la réduction des émissions de gaz à effet de serre ou, et des politiques de sobriété, de protection et de gestion raisonnée de la ressource. Et dans une logique d'adaptation, puisque les changements climatiques ont déjà impacté le cycle de l'eau, il faut augmenter la résilience de nos sociétés face au dérèglement du cycle de l'eau. Et c'est donc sur ces deux volets qu'on a travaillé dans le cadre de cette note, plus particulièrement sur donc la manière dont les armées françaises peuvent anticiper et prévoir le dérèglement du cycle de l'eau. Et ce qu'on a pu mettre en valeur, c'est que pour anticiper la raréfaction de l'eau, il faut donc protéger au mieux la ressource, tant dans sa qualité que dans sa quantité, en réduisant d'une part, en réduisant surtout la dépendance des armées à la ressource. Et donc réduire l'utilisation et la consommation d'eau potable des bases militaires au minimum, c'est limiter l'exposition des armées aux risques associés au stress hydrique. Un autre élément qu'on a euh, pu mettre en valeur dans la note, c'est que la vulnérabilité des territoires en France métropolitaine au dérèglement du cycle de l'eau, elle a engendré une prise en compte différente de ces enjeux liés au stress hydrique en fonction de la vulnérabilité de chaque territoire. Et donc cette prise en compte, elle explique aussi les niveaux d'avancement des territoires, mais du coup, appliqués aux armées des bases militaires, euh, le niveau d'avancement sur les solutions mises en place pour une meilleure gestion de la ressource en eau. Et cette prise en compte différenciée, elle s'applique aussi au niveau militaire, au territoire national et aux opérations extérieures, puisqu'on s'est rendu compte que les enjeux sur le territoire national liés à l'eau n'étaient pas réellement pris en compte dans la mesure où l'eau n'était pas une problématique essentielle au bon déroulé des missions sur le territoire national parce qu'elle ne manquait pas encore assez cruellement, si je peux dire ça comme ça. Euh, et dans le cadre des OPEX, par contre, la gestion et la mainmise des armées sur sa ressource est tellement cruciale pour le bon déroulé des opérations que ça a été un enjeu pris en compte assez tôt. En ce qui concerne les enjeux plus opérationnels, la plus grande connaissance en fait, des usages de l'eau du ministère est pour nous un enjeu majeur, voire primaire, en ce qui concerne les réseaux d'approvisionnement, mais aussi les utilisations des bases, pour mieux envisager les marges de manœuvre des réductions des prélèvements et des consommations. On a aussi estimé que la capacité d'évaluation du niveau de résilience des différentes infrastructures militaires vis-à-vis du cycle de l'eau, que ce soit les pénuries, mais aussi les inondations, doit être primordiale pour essayer d'anticiper pas uniquement le stress hydrique, mais aussi le dérèglement plus général du cycle de l'eau. Euh, Également, la santé et les conditions d'entraînement et de déploiement des forces armées, elles seront affectées par la diminution de la quantité et de la qualité de l'eau douce disponible dans un contexte de hausse des besoins en eau destinés à la consommation humaine, notamment dans le cadre de l'augmentation de la température. Et enfin, ouais. On a travaillé sur la multiplication des crises hydriques, plus particulièrement les incendies et les feux de forêt, et comment est-ce que ces risques-là
peuvent impacter les missions des armées françaises. Et grâce à la carte que vous voyez ici, on a estimé que les armées françaises allaient être de plus en plus confrontées à des phénomènes d'incendie et donc à des interventions de secours d'urgence. On a essayé de travailler à un niveau européen et donc on a estimé que grâce à notre collecte de données, les sollicitations des forces armées européennes allaient augmenter et augmentent déjà depuis 2010 en Europe. Cette carte que vous voyez là, elle est assez intéressante parce qu'elle montre une différence de capacité de projection des armées européennes dans le cadre de ces interventions de secours d'urgence à l'étranger. Et elle montre aussi des différences dans les capacités d'autonomie des armées pour lutter contre les feux de forêt sur leur propre territoire. Et donc, comme vous le voyez, on a la France ou l'Espagne qui sont relativement indépendantes puisqu'elles n'ont pas eu besoin, ou alors très peu, de solliciter des armées étrangères pour répondre aux feux de forêt. Et à l'inverse, la Grèce est extrêmement vulnérable et a des capacités d'autonomie beaucoup moins importantes. Ce travail de comparaison au niveau européen, on a essayé aussi de le faire dans la prise en compte du stress hydrique par les différentes armées européennes. Comme on a travaillé en source ouverte, on a eu quand même des difficultés à analyser tous les pays. Mais ce qu'on a pu souligner et ce qu'on a pu mettre en valeur, c'est que plusieurs armées comme l'Italie, l'Espagne, le Portugal ou la France mettent en place des stratégies avec une volonté d'amélioration des infrastructures et de réduction des consommations liées à l'eau, dans des logiques assez holistiques de compréhension du stress hydrique et de l'impact que ça pourrait avoir sur les forces armées. Euh, et on a trouvé qu'il y avait une autre tendance qui se dégageait au sein des armées européennes. C'est une tendance plutôt fondée sur la réaction et sur des solutions innovantes et technologiques, qui s'illustre plutôt par la Slovénie, pardon, qui met plutôt en place une stratégie moins transformatrice et plus basée sur des techniques innovantes. Euh, et donc, la conclusion qu'on a pu tirer de ce travail de comparaison, c'est que les armées françaises sont plutôt bien avancées dans la gestion de l'eau et dans la protection de la ressource en lien avec la raréfaction de la ressource en eau et que ce qui pouvait être intéressant, c'est de valoriser son savoir-faire, ses compétences à un niveau potentiellement européen, parce que comme on le sait, la problématique de l'eau et des changements climatiques est globale, et donc ce serait pertinent de pouvoir euh, monter ses compétences à un niveau plutôt européen. Merci. Merci beaucoup, Éléonore. Euh, Si je vois que certains d'entre vous ont pris des photos de ces cartes, n'hésitez pas donc à aller les télécharger également. Elles sont disponibles en meilleure qualité euh, sur Internet. Merci également à tous ceux qui sont en ligne et qui nous posent des questions. Alors, rassurez-vous, la bonne nouvelle, c'est que l'essentiel des questions que vous avez portant sur la gestion de ces enjeux hydriques par les armées, vous allez avoir la réponse maintenant. Et donc, je vais laisser la parole au colonel Vincent Minguet qui va nous présenter la manière dont les armées font face à ces enjeux de gestion de l'eau et de stress hydrique en opération extérieure. Pour ceux qui nous rejoignent ou qui ne connaissent pas le terme OPEX, sachez qu'on risque de l'utiliser. Ça veut dire opération extérieure. Voilà. Donc, colonel, vous allez nous présenter la manière dont ces enjeux sont intégrés dans le cadre des opérations extérieures, avec également des exemples de théâtres d'intervention et de la manière dont vous avez pu voilà, vous soucier de cette gestion de la ressource en eau. Ça y est, là. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je n'ai pas de présentation. On va imaginer le sable du Sahel et les renforts de ligne de couche en Afghanistan. Donc, comme ça a été présenté tout à l'heure, je suis aujourd'hui à l'état-major des armées. Alors, responsable du programme 178, comme ça a été dit. Donc, ce nom barbare, c'est le budget de fonctionnement des armées, en fait.
Et donc là, c'est niveau EMA, état-major des armées, c'est niveau stratégique. Mais il y a un an, un peu plus d'un an, j'étais au niveau tactique, donc tout en bas de l'échelle. Et donc, je vais préparer, enfin, je vous propose d'aborder mon propos de cette façon. Je vais commencer par le niveau tactique. Donc, comme ça a été dit par Julia, par l'aspect opérationnel et ce qu'on fait au niveau tactique et comment on traite justement ces besoins opérationnels de l'eau. Pour ouvrir un petit peu ensuite sur ce niveau stratégique, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Quelle est notre vision à l'état-major des armées pour renforcer nos compétences et quelles sont les pistes d'amélioration encore? Donc, au niveau technique, au niveau des opérations, donc je commandais un bataillon de chasseurs alpins. Euh, Bataillon de chasseurs alpins, c'est 1500, entre 1000 et 1500 hommes. C'est de l'infanterie légère, déployée généralement assez tôt en ouverture de théâtre, puisqu'on est léger, qu'on n'a pas beaucoup de moyens, on est plus facilement déployable à l'étranger. Alors, je vais m'appuyer sur trois exemples assez caractéristiques de types d'opérations très différents en fonction de leur situation géographique et de leur situation sécuritaire. Parce que, effectivement, cette recherche, enfin, ce besoin d'eau va s'exprimer, en tout cas, va conduire à des pistes différentes selon l'endroit où on est. 2022, février 2022, vous avez suivi, la Russie traverse les frontières de l'Ukraine et l'OTAN, en lien avec la France, décide de déployer ce qu'on appelle le bataillon fer de lance de l'OTAN. C'est une unité euh, qui est en alerte très courte, avec un très court délai, very short notice. Et on est parti en 48 heures pour les premiers éléments, et puis 5 jours pour l'ensemble du bataillon en Roumanie, se mettre en position près de la frontière. Alors, pas sur la frontière, mais un peu plus au sud de l'Ukraine, à Constanța, sur une base aérienne qui s'appelle Kogalniceanu, pour renforcer cette frontière. Donc là, on part. Si vous voulez, on a un format, on met les hommes, c'est 800 hommes à peu près, 250 véhicules, et puis tout le soutien logistique. Et dans ce soutien logistique, on a un minimum pour tenir au début. La norme, c'est 20 jours, mais après, il va falloir durer. 20 jours au début, c'est pas compliqué pour l'eau. On prend des bouteilles. Voilà. On charge de la logistique des bouteilles. Alors, c'est essentiellement par avion au début pour ceux qui sont arrivés en 15 jours. C'est des gros Antonov, c'est une compagnie ukrainienne qui affrète ça. Mais ensuite, très rapidement, il faut stationner et renforcer. Donc là, on est sur une base américano-roumaine. Donc, on se dit, voilà, l'accès à l'eau est assez simple. Mais ceci dit, cette base roumaine, on est arrivé, nous, à 800. Les Américains ont envoyé une brigade quelques mois après. Une brigade américaine, c'est 6 milliards. Hein. Donc, même si on est sur un pays européen avec un réseau développé, il va quand même se poser un problème d'accès à l'eau. Donc, très rapidement, et ça, ce sont peut-être que Pierre en parlera, les gens du service d'infrastructure de défense. Moi, j'avais un conseiller du SID avec moi, du service d'infrastructure de défense, qui était là pour l'aide au déploiement au stationnement. Et dans ses prérogatives, il y avait la mise en place, qu'on appelle une station de traitement de l'eau. Voilà, c'est une station qui, à partir de l'eau pas forcément potable, va en faire de l'eau potable. En opération, on estime qu'un soldat a besoin entre 70 et 150 litres d'eau jour et par homme. Voilà, en fonction du contexte. Donc, on a des centrales, et donc on a déployé une centrale et une deuxième par la suite. Une centrale donc à Constanța. Alors, ce sont des centrales de mémoire, on est à peu près à 3 mètres cubes par heure. Ça fait à peu près, je ne sais pas, 1500 bouteilles, un peu plus, d'un litre 5 euh, pour être indépendant du réseau roumain, du réseau de roumain et américain et pouvoir durer plus longtemps sans être dépendant. On a dans un deuxième temps, pareil, en Transylvanie, à ce moment-là, un peu vraiment au centre, plein centre de la Roumanie, créé une deuxième base où on s'est déployé. Là, on a déployé une deuxième unité, une deuxième station de traitement de l'eau. Parce que là aussi, c'était sur un tout petit camp, avec très peu, là pour le coup, le réseau des eaux était très léger. Il ne pouvait pas supporter en tout cas la tension de notre arrivée, même si c'est sur un plateau, mais c'est encore un plateau calcaire, la Transylvanie, hein, c'est du calcaire, donc les nappes phréatiques sont pas, enfin, il y a pas de, c'est assez profond. Et donc, on n'a pas foré, mais c'est de la récupération d'eau dans les rivières, dans les lacs. Voilà, donc deux stations déployées.
Donc ça, c'est le premier cas conforme. On est dans un environnement, on va dire, sécuritaire assez stable, hein. C'est la Roumanie, pays européen, mais avec quand même des tensions parce que l'arrivée de troupes, l'OTAN, si vous voulez, a renforcé toute la frontière. Donc c'est vrai en Roumanie, mais également en Pologne et dans les pays baltes. Ceci dit, alors quand je dis un environnement permissif et stable, oui, notre mission au début, quand on était en février et mars 2022, souvenons-nous, les Russes étaient à Kiev, les Russes étaient, oui, à Kiev. La poussée vers Odessa était assez rapide, donc on envisageait quand même, nous également, dans le pire des cas, de s'avancer. Je ne sais pas jusqu'à où, mais et c'était le deuxième enjeu. L'enjeu pour les armées, c'est pas juste de stationner et de durer, il va falloir à un moment se déployer et il faut que la logistique suive. Et donc, ces stations, c'est l'un des enjeux, ces stations de traitement d'eau doivent pouvoir nous suivre. Donc ça, c'est voilà, le premier exemple. Euh, le deuxième exemple, je remonte un petit peu dans le temps, l'Afghanistan, dans les années 2010, autour des années 2010. La France, on avait la responsabilité d'une province qui s'appelle la Kapisa, au nord-est de Kaboul. On commence vraiment à taper dans l'Hindu-Kush, vraiment dans les versants, la fin de l'Himalaya. euh, Avec, pour ceux qui sont allés en Afghanistan, qui connaissent l'Afghanistan, le problème de l'eau en Afghanistan, c'est pratiquement l'une des... Il y a des théories qui disent que la guerre en Afghanistan est arrivée à cause de problèmes d'eau et d'irrigation. C'est magnifique, ils ont un vrai savoir-faire sur l'irrigation, si vous voulez. C'est ces grands fleuves qui descendent, ces grands fleuves glaciaires qui descendent de l'Himalaya. Et donc, les vallées sont irriguées comme ça. Et puis, les guerres civiles ont fait que tout ce système a été mis en danger, en pénurie, et que la culture a été, voilà, la ressource en eau était moins forte. Et donc, on est passé d'une culture de céréales, du blé, à des cultures qui nécessitent moins d'eau, comme le pavot, d'où la dégénération du conflit. Bon, c'est un grand raccourci que je vous fais en 2 minutes, mais le problème de l'eau en Afghanistan est crucial. Et donc, sur notre territoire, là, on était sur des petites bases isolées. Et là, donc, évidemment, aucun réseau local, aucun réseau d'urbanisme, de traitement des eaux. Dans un milieu, là, pour le coup, très peu permis, c'est-à-dire qu'on était attaqué très souvent, alors soit sur des convois, mais également des tirs de roquettes en permanence. Et donc, dès qu'il fallait faire des légions logistiques, c'était des missions dangereuses. Pour ces bases-là, l'eau, on y allait la récupérer avec des camions-citernes dans ces grands torrents, ces grands torrents, ces grands wadis qui coulent dans les différentes vallées d'Afghanistan. On y allait, mais c'est encore des expéditions parce qu'il faut sécuriser ces convois citernes, récupérer l'eau, la ramener. C'est externalisé des Afghans, d'accord, eux allaient avec leur camion citerne, on ramenait la citerne dans la base, on fouillait la citerne, et là, le service de santé des armées traitait cette eau, vérifiait qu'elle n'a pas été polluée. C'était l'une des menaces indirectes des talibans. On avait peur que, voilà, notamment une infection à la ricine, qui est un poison très efficace et très peu coûteux, soit mis dans notre réseau d'eau. Et donc, on avait une attention particulière sur cet approvisionnement en eau. Assez peu donc de convois logistiques depuis Kaboul ou depuis les grandes villes, mais vraiment on allait puiser dans les wadis parce qu'il y a effectivement de l'eau. On est en l'Himalaya, même l'été, les fleuves, les torrents sont encore bien remplis. Voilà. Mais il y avait vraiment cette problématique à la fois de sécuriser les convois logistiques et surtout de s'assurer que cette eau soit potable et qu'elle n'ait pas été polluée ou en tout cas contaminée par des talibans. Le troisième exemple qui est encore un peu plus extrême, là, si on va vers le Sahel, notamment au Mali, là aussi, là pour le coup, il n'y a pas d'eau. Très peu d'eau dans le désert malien. Les deux postes qu'on avait vraiment au nord de l'Azawad, qui sont Kidal et Tessalit, il y a des puits, mais voilà, qui permettaient pas de soutenir l'ensemble de la force. Et là, on n'a pas le choix, c'est du convoi logistique. On amène des bouteilles d'eau. On amène des bouteilles d'eau. Hélicoptères et convois routiers. Il y a des convois routiers qui partaient de Gao, qui généralement venaient de Côte d'Ivoire, passaient à Gao, et on montait, c'est des convois logistiques qui s'appelaient convois voies sacrées, des convois de 4 ou 5 jours, extrêmement dangereux. Il y a eu beaucoup de blessés et de morts malheureusement sur ces convois. Et on traverse la transsaharienne et on monte des cartons d'eau aux troupes. Essentiellement pour la boisson, la cuisson, mais également l'eau. On a besoin d'eau sanitaire pour se laver et pour tout ce qui est entretien des véhicules.
Voilà, donc c'est les trois cas à peu près extrêmes, la Roumanie, l'Afghanistan, le Sahel, pour vous donner un petit peu donner un peu de concret à l'utilisation qu'on fait, à ce besoin qu'on a en tout cas en eau sur ces différents types d'opérations. Donc ça, c'est vraiment le niveau tactique. Euh, Si je repasse, alors si je change un peu de casquette et que je repasse au niveau stratégique, aujourd'hui au niveau de l'état-major des armées, euh, en quoi est-ce qu'on a besoin encore d'améliorer justement nos capacités? Si je devais définir en un ou deux termes la caractérisation des conflits aujourd'hui, et quand on regarde ce qui se passe en Ukraine, le conflit entre l'Ukraine et la Russie, on voit qu'il faut s'adapter de plus en plus vite et qu'il faut avoir une empreinte au sol de moins en moins lourde. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir bouger rapidement. Les premières cibles aujourd'hui, enfin les Ukrainiens ne le font plus, les Russes ne le font plus, hein, les premières cibles au début de ce conflit, c'était les gros PC, les gros postes de commandement, des brigades, des divisions, et en fait vous envoyez un essaim de drone, voilà, et vous êtes neutralisé. Donc il faut pouvoir changer rapidement, avoir une empreinte au sol assez légère. Et donc nous, d'un point de vue capacitaire, aujourd'hui, on essaye de développer ce qu'on a déployé un peu en Roumanie, des stations d'épuration, des stations de traitement de l'eau, mais de plus en plus légères, de plus en plus simples d'emploi. Euh, on a une capacité, c'est l'armée de l'air qui a ça, de forage. Mais forer à 300 mètres, ça commence à prendre du temps. Il faut c'est des équipements assez conséquents. Donc on essaie de développer de plus en plus des stations autonomes, légères. Ça, c'est la première direction. Euh, alors ça, c'est au niveau des grosses unités, des divisions, des brigades. Une division, c'est entre 20 000 30 000 hommes, une brigade entre 6 000 10 000. Voilà, des moyens capacitaires qui permettent de capter et de désaliniser, de purifier l'eau accessible. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième raison pour laquelle il faut être assez léger, avoir une empreinte logistique assez légère, c'est que le, ce qui complexifie, alors aujourd'hui, ce qui caractérise nos opérations, on se rend compte que vis-à-vis des populations, alors c'est quand on se, quand on se déploie dans un pays, quand on reste trop longtemps dans une localité, eh bien forcément, ça pèse. On passe de unité libératrice à unité colonisante. Et là, on perd un problème de crédibilité, de légitimité. Donc il faut aussi pouvoir se déplacer rapidement. Il ne faut pas qu'on soit un poids pour les théâtres dans lesquels on opère. Voilà. Ça, c'est un deuxième point vers lequel, enfin, qui milite à avoir des unités qui puissent nous suivre, rapidement traiter et puis pouvoir se déplacer rapidement. Voilà pour ces grandes orientations. Donc, on a des bureaux, nous, effectivement, capacitaires qui travaillent sur ces sujets. Euh, on a des objectifs. Pour nous, c'est d'être équipé. On devrait pouvoir équiper une division, donc 30 000 hommes, avec des unités comme ça en 2027. C'est l'un des grands objectifs pour nos armées aujourd'hui. Je pense qu'on pourra développer ça s'il y a des questions peut-être un peu plus tard. Je ne veux pas monopoliser la parole. J'ai beaucoup parlé de chaud, j'y pense, je suis chasseur alpin aussi. Il y a des questions sur le froid aussi et le grand froid. Là, ce n'est pas un problème d'eau parce que l'eau, on l'a, mais à l'état glacé, c'est le problème de carburant. Là, c'est l'inverse. On n'a pas besoin de trouver la matière première, mais on a besoin de trouver le carburant pour pouvoir réchauffer l'eau et la faire fondre. Euh, voilà. Il y a beaucoup de scénarios de combats dans le Grand Nord et dans les milieux grands froids. Et là aussi, il y a des pistes capacitaires qui doivent être développées sur le stationnement dans le Grand Nord et le déplacement dans le Grand Nord avec cette prise en compte de l'eau qu'il faut là, pour le coup, faut faire fondre euh, en ayant les moyens de pouvoir le faire. Voilà, je ne veux pas être trop long pour ne pas monopoliser la parole. On répondra évidemment aux questions volontiers juste après. Merci beaucoup, colonel. Bonjour, Madame Charrier, bienvenue. Euh, on va continuer donc à explorer les enjeux de gestion de l'eau, notamment toujours en opération extérieure, OPEX, avec quelques exemples comme le projet EcoVamp. Et donc, je vais vous laisser la parole, commandant. Donc, n'hésitez pas à brancher le micro. Exactement. Pour présenter en une dizaine de minutes le travail du CETID sur ces enjeux de gestion de l'eau et de gestion du stress hydrique.
Bonjour à toutes et à tous. Donc, déjà, je vais me représenter. Donc, moi, je suis le commandant ou l'ingénieur principal Pierre Spiezer. Donc, je suis le référent haut du CETID, donc le centre d'expertise des techniques d'infrastructure de la défense, donc qui appartient au SGA et au SID. Et mon rôle, en fait, c'est de effectivement concevoir ou assister les forces, en fait, pour la partie stationnement des opérations en opération extérieure. Ah, c'est pas... Non, c'est pas le bon. C'est mieux. Donc alors déjà, moi je vais vous expliquer, enfin je vais faire un petit rappel, même si tout le monde le connaît, sur le petit cycle de l'eau. Donc pourquoi le petit cycle de l'eau? Parce que nous, au niveau du stationnement en opération, du coup, on s'inscrit dans tout ce qui est petit cycle de l'eau. Donc de la ressource, donc on va appeler l'eau brute, au stockage, à la potabilisation, à la distribution, donc à la surpression, et à la collecte des eaux usées. Et en fait, l'idée enfin, une des orientations du SID et du CETID, c'est en fait de travailler sur des équipements qui soient enfin, les moins consommateurs possibles en fait en matière de production ou de distribution d'eau pour justement économiser cette ressource qui est tant vitale sur les théâtres d'opération. Donc, je me permets de faire par contre un petit rappel sur la réglementation parce qu'en fait, bah, c'est pareil, quand on arrive sur un théâtre d'opération, on est quand même régi par des cadres réglementaires. Donc, on a deux documents qui sont particulièrement importants à notre niveau, qui sont la politique interarmée, donc la 419.1 sur la gestion de l'eau en opération qui a été validée en mai 2020, et une autre instruction qui est plus attrait en fait au contrôle sanitaire en fait de l'eau, parce qu'on ne peut pas desservir finalement les forces armées avec n'importe quelle qualité d'eau, parce qu'il y a quand même un risque sanitaire derrière. Et donc celle-ci date de 2014. Et en fait, je vous ai mis en fait le premier article en fait de la PIA en fait que vous verrez. Et donc c'est l'eau en opération extérieure est une ressource vitale tant pour le combattant que pour son environnement immédiat. Sa gestion est déterminante pour garantir l'aptitude opérationnelle de la force déployée et la ressource. Et là, c'est important, sans influer sur les besoins locaux. Donc, comme le disait tout à l'heure le colonel Minguet, effectivement, il y a des fois, on arrive sur des théâtres d'opération où en fait, il y a une tension hydrique qui est importante quand on est sur un réseau local. Et en fait, notre but, c'est quand même de ne pas mettre en difficulté que ça soit une force déjà prépositionnée ou en fait les locaux ou en fait l'environnement local. Donc, elle s'intègre dans la manœuvre logistique et de cadencement du soutien. Donc, je suis désolé. Alors, c'est la seule diapo qui est un petit peu lourde, hein, mais en fait, je me devais aussi de faire un rappel sur en fait, les phases qui décomposent en fait, une opération extérieure. En fait, l'opération extérieure, il y a deux phases en fait, principales qui sont le déploiement. Donc, le déploiement, en fait, c'est comme le disait bah, tout à l'heure le colonel Minguet, en fait, c'est vraiment l'arrivée des forces au départ, en fait, sans moyens logistiques, entre guillemets, lourds. Donc, avec les bouteilles plastiques, le prélèvement, en fait, des eaux de surface pour les transformer en potabilisation, avec des moyens notamment de l'armée de terre. Et ensuite, vous avez la phase de stationnement. Et donc, la phase de stationnement, donc, qui intervient, bah, donc là, c'est marqué pour une durée supérieure à 3 ans, mais en fait, elle s'échelonne dans le temps et on arrive avec des équipements, en fait, conçus et mis en place par le SID pour soutenir justement les forces qui, eux, peuvent se repositionner au plus près de l'ennemi ou faire évoluer justement la zone de contact. Donc nous, en fait, au service infrastructure de la défense, on s'intègre dans cette partie stationnement. Donc cette phase, elle aboutit, c'est marqué, à la mise en place d'un camp autonome en eau avec des moyens de traitement et des infrastructures de stockage et de distribution adaptées. Donc on arrive dans un deuxième temps et c'est là, en fait, où on va commencer à mettre en place un forage, analyser l'eau du forage pour déterminer la qualité de l'eau brute, après définir du coup l'usine de potabilisation nécessaire à traiter cette eau brute en qualité EDCH et après mettre en place les réseaux de distribution qui permettront en fait d'alimenter tout ce qui est sanitaire, point de consommation, distribution diverses et variées. Donc, ce que je voulais retenir, ce que je voulais vous faire retenir de ce document et de ces deux phases, c'est qu'on a une temporalité différente. Donc, effectivement, avec l'action immédiate et l'action à moyen terme, mais en fait avec des objectifs communs. En fait, les objectifs communs, c'est permettre à la force d'être opérationnelle en tout temps, dès le départ de l'opération, mais également sur le long terme, donc être et durer,
et assurer la conformité sanitaire de l'eau produite. Parce qu'en fait, quand même, un des enjeux majeurs, c'est de rester effectivement opérationnel. Et donc, on se doit en fait de surveiller la qualité d'eau qu'on envoie. Donc, concernant la réglementation, donc, je vous ai fait une slide aussi sur, pour décrire rapidement en fait, ce que l'on peut trouver dans, par exemple, la PIH et OPEX sur la gestion de l'eau en opération. Donc voilà, les principaux points abordés, ça sera la place de l'eau dans les opérations extérieures, les besoins en eau. Donc, le colonel Minguet aussi en a parlé tout à l'heure. Donc, en fonction de la phase, on va être voilà, entre 70 litres et 150 litres. Donc, en fait, tout ça, ce sont des choses qui sont prises en compte aussi, nous, dans le dimensionnement, finalement des ouvrages et des UTE, donc des usines de traitement d'eau qui sont mises en place pour assurer la production d'eau des combattants. Effectivement, en fait, on ne va pas mettre la même usine de production d'eau en fait, pour une force qui représente 150 personnes et une force qui représente 2000 personnes. Parce qu'après, on est obligé d'avoir aussi un système de résilience, donc avec des stockages suffisants, 24 heures, 48 heures, etc. etc. Et après, le processus de l'EDCH, de l'eau conditionnée et toutes les autres eaux. Et au niveau de l'instruction donc 3252, qui est relative notamment à la surveillance pardon, du contrôle sanitaire et de la qualité des EDCH, donc là, on va voir apparaître tout ce qui est les modalités de chloration, l'homologation de la ressource, donc les différents types de ressources qu'on aura en fonction de leur sécurisation et les traitements à réaliser. En fait, tout ça, ça se traduit aussi avec un échange avec le service de santé des armées et le service infrastructure de la défense. Donc, le service infrastructure de la défense va définir ou va proposer finalement une solution de traitement adaptée à la ressource sur place. Donc, suite, comme je vous disais, par exemple, à un forage, on va faire des prélèvements d'eau, définir la qualité d'eau brute et définir une procédure de traitement pour abattre tous les paramètres pour répondre à l'IM 3252. Et à partir de là, on va échanger et la faire valider, cette usine de production d'eau, avant qu'elle soit construite et mise en place par le service de santé des armées. Une fois qu'on a l'accord vétérinaire, on la met en place. Et donc, ça permet effectivement de produire l'eau sur place, en fait, d'une qualité, de la qualité requise. Donc, en fait, pour synthétiser tout ce que je viens de dire, donc, on a des besoins, des objectifs, des contraintes. Donc pour moi, en fait, j'ai identifié des besoins effectivement pour le personnel, c'est déjà la priorité, mais aussi on a eu un besoin pour les équipements. Et là, par exemple, voilà, je rebondis sur ce que disait encore le colonel Minguet, c'est qu'aujourd'hui, en fait, quand on est en Roumanie, on se rend compte qu'on a des sites où on a des manœuvres militaires avec des terrains gras, donc plein d'argile, etc. Et pour maintenir en fait en bonnes conditions finalement voilà, nos véhicules, nos équipements, nos systèmes d'armes, eh ben, il faut les laver. Et en fait, pour les laver, bah, ça demande aussi de l'eau. Donc ça aussi, ça se prend en compte en fait au niveau du dimensionnement en fait de nos ouvrages en fait de traitement ou même des stations de lavage que l'on va mettre en place. Et pour les besoins spécifiques, donc les besoins spécifiques, ça peut être un groupe cyno, par exemple, tout ce qui est la partie cyno avec les chiens, etc. Bah, ça demande aussi voilà, de l'eau pour nettoyer les courettes et assurer en fait un service en fait, sanitaire en fait, pour les chiens. Pardon. Après, des objectifs. Donc, être opérationnel en tout lieu et en tout temps. Être résilient et tendre vers l'autonomie. Donc là, après, je vais vous présenter un petit peu le projet EcoCamp. Donc le projet EcoCamp, en fait, il n'y a pas que la partie eau, hein. En fait, il y a effectivement d'autres lignes directrices du projet. Et on travaille aussi sur des équipements, comme le disait encore le colonel, du plug and play. Donc l'idée, c'est vraiment d'être le plus agile possible quand on arrive sur un théâtre d'opération. Donc si on peut être opérationnel en 48 heures, voilà, c'est vraiment, enfin nous, au niveau stationnement, c'est quelque chose qu'on va rechercher. Donc on va envoyer des équipements, en fait, qu'on aura déjà testé sur le sol métropolitain ou là où on est et qui arriveront là-bas sur place avec une notice technique. Et en fait, c'est vraiment, voilà, on est sur le principe IKEA, quoi. En fait, on a une notice technique et on raccorde directement les flexibles, les câbles électriques, etc. Et en fait, on est censé produire de l'EDCH sous 48 heures. Des contraintes, parce qu'effectivement, il y a les contraintes à prendre en compte. Donc, des contraintes d'utilisation et d'exploitation difficiles. Parce qu'en fait, l'exploitation, alors soit on l'a fait avec de la main-d'œuvre militaire, mais aussi on réfléchit à des solutions duales. Donc, j'aurais dû plutôt le présenter dans l'autre sens. C'est que, en fait, nous, on part du postulat en fait, de faire l'exploitation avec des sociétés en fait, avec qui on a contractualisé. Mais en fait, quand les lignes de conflit ou quand les zones de conflit ne le permettent pas, en fait, il faut quand même que les machines qu'on met en place puissent être utilisées et exploitées par de la main-d'œuvre militaire.
Donc l'idée, en fait, c'est de pouvoir faire des pools de formation en fait sur le territoire national avec les machines qu'on envoie à l'étranger pour pouvoir former en fait sur le territoire national, donc en zone sécurisée, la main-d'œuvre militaire pour l'exploitation en fait de ces machines et des équipements facilement déplaçables et réemployables. Donc là, ben, on va être sur des solutions en conteneur. Donc clairement, voilà, le conteneur, c'est vraiment la boîte de jeu du militaire. Donc en fait, on va faire des solutions tout conteneurisées, donc qui permettent aussi bien de prendre bah, des vecteurs militaires routiers que les vecteurs maritimes, que le train, et en fait de retrouver effectivement cette mobilité que l'on cherchait. Donc en fait, il y a deux types de mobilité, hein. Il y a vraiment la mobilité en fait des unités de traitement qu'on va avoir directement sur remorque. Et là, en fait, on va être vraiment dans l'agilité totale. Et nous, voilà, en fait, on va avoir des unités de traitement qui vont être conteneurisées avec du plug and play et qui vont voilà, nécessiter une semaine à être mises en œuvre. Donc voilà, après, on a aussi une double temporalité. Hop. Donc, je vous en parlais tout à l'heure. En fait, en 2018 est né un projet qui s'appelle le projet EcoCamp, en fait, qui à la base était orienté sur la partie énergie. Donc en se disant comment on peut rendre finalement les camps les plus autonomes possibles. Pourquoi? Parce qu'en fait en 2018 on était en pleine BSS avec des combats, on va dire combats asymétriques. Et comme le disait aussi le colonel, en fait il y avait des gros risques en fait sur la partie convoi militaire. Et donc on s'est dit les convois militaires en fait que ça soit pour l'eau, que ça soit pour le transport de carburant pour les groupes électrogènes, en fait, ce qu'il faudrait, c'est vraiment travailler sur le fait, en fait, de rendre nos camps les plus autonomes possibles pour limiter, en fait, les flux logistiques et donc réduire le risque bah, pour les convois, qui étaient vraiment la cible principale, en fait, dans le cadre d'un combat asymétrique. Donc, au début, en partant sur la production d'énergie, on s'est dit c'est quand même dommage, parce qu'au-delà de la production d'énergie, je pense qu'il y a plein, effectivement, de sujets et de thématiques sur lesquels on peut travailler pour rendre les camps les plus autonomes possibles. Donc, on a travaillé sur le bâti, donc durable, modulaire et projetable. Donc là, c'est l'augmentation, par exemple, de l'isolation des bâtiments pour moins consommer d'énergie. La production d'énergie renouvelable, donc là, l'intégration, par exemple, de photovoltaïque, les réductions de consommation d'eau et la gestion optimisée des déchets. Pardon. Donc là, le sujet qui nous intéresse particulièrement, les réductions de consommation d'eau. Donc là, petit rétropédalage, je pense que vous vous rappelez tous du cycle de l'eau que j'ai présenté tout à l'heure. Donc voilà, nous, en fait, notre démarche, elle s'inscrit dès la partie ressources. Donc en fait, quand on se retrouve sur un théâtre d'opération, qu'est-ce qui se passe? En fait, au niveau service infrastructure de la défense, on a la chance d'avoir en fait des hydrogéologues qui soient d'actifs ou des personnels de réserve et qui nous accompagnent sur les théâtres d'opération pour faire des études hydrogéologiques pour savoir effectivement à quelle profondeur il va falloir forer pour trouver une ressource. Alors idéalement, c'est pareil, on essaye de pas, vu qu'on a quand même, on va dire, un peu plus de moyens des fois que les populations locales, on va pas forcément aller chercher la même ressource. Et si on a des ressources à des strates différentes, donc différents aquifères, on va peut-être aller chercher, nous, des aquifères plus profonds pour être déjà plus sûr de la qualité de l'aquifère, pour éviter une pollution, mais aussi justement pour pas préempter sur la ressource locale. Donc là, en fait, on réalise des études hydrogéologiques. Donc là, vous avez voilà, un petit florilège. On en a fait pour l'opération Aigle, donc sur le camp de Chinku notamment. On en a fait pour Barkhane, on en fait pour Chamal. Donc tout partout où finalement les forces françaises sont déployées, en fait, on fait une étude hydrogéologique en amont. À partir de là, en fait, à partir de cette étude hydrogéologique, donc on réalise souvent un forage. Donc le forage, c'est aussi en fait la possibilité bah, de rendre autonome le camp. Donc ça fait partie des choses indispensables dans le cadre de la water defense. On va mettre un traitement de potabilisation adapté. Donc un traitement sur mesure pour réduire les pertes d'eau, parce qu'après on pourrait dire, voilà, on met que de l'osmose inverse et tout va bien. Mais en fait, l'osmose inverse, on sait très bien que c'est une solution. Alors certes, qui a fait ses preuves, mais qui n'est pas, on va dire, enfin, qui ne fait pas d'économie d'eau. Donc, on analyse les paramètres de la qualité d'eau brute, on conçoit des modules de traitement sur mesure, et après, on va travailler sur la récupération et la valorisation des eaux techniques. Donc, dans le cas où on est quand même contraint à mettre en fait, des procédés d'osmose inverse, donc on va récupérer les concentrats en fait, pour, par exemple, alimenter tout ce qui est défense incendie, pour ce qui est eau technique pour la fabrique des bétons, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir une eau de qualité alimentaire ou EDCH pour fabriquer des bétons.
et pour, par exemple, le lavage des véhicules. Et par contre, sur ce dernier point, le lavage des véhicules, c'est de concert avec le service de santé des armées parce qu'il y a toujours les risques de projection donc, qui peuvent intervenir. Donc, si on est sur une eau qui est quand même de moins bonne qualité, on va demander en fait, au service de santé des armées si on peut utiliser en fait, cette qualité d'eau en fait, pour des usages techniques et pour quels usages techniques ils nous les autorisent. Après, donc on a la partie distribution. Donc distribution et consommation. Donc là, en fait, on va être sur la mise en place d'équipements vertueux en faible consommation. Après, il n'y a pas de, en fait, il n'y a pas de miracle, hein. En fait, on utilise en fait ce qui se fait entre guillemets de mieux en fait sur le territoire national et qui est éprouvé. Donc on va essayer de trouver en fait des équipements, donc que ça soit, bah, voilà, des mitigeurs, etc. Enfin, des équipements de distribution qui sont économes en eau, donc avec, admettons, 30%, on va mettre des doubles chasses sur place au lieu d'avoir une simple chasse d'eau. Parce que tout ça, en fait, c'est des gestes qui sont simples, mais qui, malgré tout, permettent sur le long terme, sur un camp de 2000 personnes, de réduire les consommations d'eau. Ensuite, on a des actions aussi de sensibilisation, en fait, en process in. Donc, le process in, c'est quand les militaires, en fait, arrivent sur le camp. Donc, en fait, c'est de les sensibiliser, pardon, justement, en fait, à ces réductions et à l'importance, en fait, de l'eau sur place. Donc, en fait, nous, au niveau du SID, là, ce qu'on a prévu, c'est de mettre en place, en fait, des systèmes de BD, entre guillemets, en fait, qu'on va mettre au niveau des blocs sanitaires et donc qui permettra en fait de sensibiliser le militaire en fait sur le fait qu'il faut pas laisser couler l'eau en permanence quand on se lave les dents. C'est un peu comme à la maison avec les enfants. Mais malgré tout, en fait, c'est important de faire ce type de rappel pour effectivement sensibiliser en fait, les usages. Parce qu'en fait, ça passe aussi, en fait, la perte d'eau passe également par les usages et des mauvais usages. Et après, en fait, on travaille sur l'évolution des équipements techniques. Donc, à savoir, on fait une veille permanente technique. Et dès qu'il y a un nouvel équipement qui arrive, eh ben, en fait, on essaye en fait, de s'en procurer un. Donc, on les achète, on les teste en général pendant un an sur le territoire national. Après, on les envoie pendant un an sur les théâtres d'opération, en fait, sur des théâtres d'opération qu'on va dire peu sensibles. On va encore les tester pendant un an. Et si, en fait, si l'équipement en fait satisfait aux exigences, on le rentre dans le catalogue d'achat du SID et donc on pourra le redévelopper et le réemployer plus tard. Enfin, la partie traitement. Donc, la partie traitement, là, j'entends traitement des eaux usées. Donc, ben, on travaille aussi sur ce volet-là parce que c'est très important pour nous. Donc, bon, et sachant que le prérequis, c'est quand même d'avoir une station de traitement des eaux usées. Donc, on a mis en place un procédé en fait de reuse, donc réutilisation des eaux usées. Donc, en 2022. Là, on travaille actuellement sur la valorisation des eaux grises en eau technique. Donc, ça veut dire en fait récupérer les eaux en fait des douches pour alimenter des chasses d'eau d'un bloc sanitaire qui sera bah, juste positionné après pour éviter justement les élongations de tuyaux, les risques en fait sanitaires avec un plombier qui viendrait faire un raccordement d'une eau pas technique sur de l'EDCH. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on prend en compte. Et le principe de recirculation des eaux techniques, donc avec des procédés de lavage qu'on étudie justement pour 2025-2026, notamment pour le camp de Shinku. Donc là, bah, vous avez quelques, entre guillemets, les fiches produits que l'on développe. Donc je voulais vous montrer un petit exemple, en fait, qui est voilà, le principe de valorisation des eaux grises, donc, qui est développé en 2024. Donc on a un module de 6 douches en OPEX classique. Donc on met un module de traitement intermédiaire. Et donc, en plus, là, il y a les décrets qui sont sortis cet été avec les eaux impropres à la consommation humaine, pardon. Donc, en fait, l'idée, bah, voilà, c'est de sortir une qualité d'eau impropre à la consommation humaine et d'alimenter directement, en fait, les chasses d'eau derrière, donc pour faire une recirculation, entre guillemets, de l'eau et donc limiter cet impact. Donc, on considère qu'un module, en fait, en fonction du code du travail, etc., ça représente 50 à 80 personnes. Et donc, voilà, c'est un objectif de réduction de 2 à 3 mètres cubes par jour. Alors, certes, c'est pas énorme, mais quand on prend un camp de 1000 personnes, etc., donc on pourra dupliquer le nombre de modules. Et donc, on en arrive à une réduction de 700 à 1000 mètres cubes par an. Donc, bah, tout ça, c'est quand même important, en fait, pour bah, des zones qui sont effectivement en tension. Donc, je vais finir parce que je crois que je déborde un peu. Euh, donc, en fait, voilà, je voulais vous présenter voilà, quelques réalisations. Donc là, par exemple, on a fait une éco-step. Donc, en fait, l'idée de l'éco-camp, en fait, c'est pas que de faire
des économies d'eau, comme je vous disais. Donc là, l'éco-step, c'est en fait, on a travaillé à mettre en place une nouvelle technologie, entre guillemets, pour nous, pour les armées, pour le traitement des eaux usées, qu'on peut coupler directement avec du panneau photovoltaïque. Et donc, en fait, ça permet de rendre cette station d'épuration, on va dire, on essaie de tendre vers l'autonomie, mais l'idée, c'est voilà, d'être à peu près à 80% d'abattement, en fait, des besoins en énergie sur ce type d'équipement. Et donc, pareil, après, si on le duplique, en fait, ça fait des économies en fait, d'énergie, et donc ça fait par voie de fait en fait, des économies sur le transport du carburant, etc. etc. L'Ecosan, donc en fait c'est un sanitaire pareil, alors avec des équipements en fait de distribution qui sont économes en énergie, mais qui sont mais pareil avec une alimentation en fait en photovoltaïque et un chauffe-eau solaire. Et tout ça en fait c'est conteneurisé dans le même module, donc ce qui permet de l'envoyer sur le théâtre d'opération. Et dernière slide. Donc, quelques réalisations. Donc, en fait, on a la reuse. Donc là, bon, je vous en ai parlé tout à l'heure. Et donc, le lavage des véhicules, j'en ai parlé. Donc, par exemple, pour le lavage des véhicules, il y a deux étapes. Il y a le barbotage. C'est quand même 20 mètres cubes par véhicule, en général, par cycle. Donc là, en fait, on a un objectif de 95% de recirculation. Et le lavage, en fait, qui représente pas beaucoup, mais on a 70% de recyclage après traitement. Et en 2025-2026, on sera sur aussi l'étude en fait, des générateurs d'eau atmosphériques. Donc voilà, je suis désolé, j'ai pris beaucoup de temps. Merci beaucoup, commandant. Madame Charrier, donc je vais vous laisser la parole pour présenter la stratégie développement durable et donc la stratégie aussi eau du ministère des Armées, de mettre en perspective finalement tout ce qu'on a pu avoir à l'esprit jusqu'à présent. Et j'en profite également pour saluer l'arrivée de François Gémen, co-directeur de l'Observatoire Défense et Climat. Donc ma mission de modératrice par intérim de cette table ronde prend fin par l'intervention de Madame Charrier. Et donc je vais laisser François reprendre les rênes pour la partie questions-réponses. Et en attendant, je vous fais passer la petite zapette, Madame Charrier. Merci. Merci beaucoup de m'avoir invité à cette table ronde et toutes mes excuses encore pour mon retard. Donc, pour compléter les propos de mes prédécesseurs, on va revenir un peu plus sur le territoire national et outre-mer, présenter ce qui est fait donc, au niveau du ministère des Armées sur la gestion de l'eau. Moi, je suis au secrétariat général pour l'administration et sur cette thématique, donc, je suis chargée d'études eau et je travaille évidemment avec mes interlocuteurs des différents états-majors des armées, direction générale de l'armement et contrôle général des armées sur cette thématique qui est à plusieurs perspectives puisqu'on va travailler gestion quantitative, gestion qualitative, problématiques sanitaires, plusieurs thématiques. C'est pour ça qu'on travaille évidemment ensemble sur ces sujets. Au niveau de ma direction, qui est la direction des territoires de l'immobilier et de l'environnement, qui est dirigée par Madame Bourguet, elle est haut fonctionnaire au développement durable. Et c'est pour ça que on le note et qu'elle est très intéressée par ces thématiques, qui est travaillée donc au sein de la sous-direction des risques environnement et développement durable avec les autres sous-directions associées. Je passe très rapidement sur ces points-là pour présenter rapidement la défense durable avec cette stratégie défense durable qui a été publiée très récemment. Donc j'en profite pour en faire la publicité. Donc, évidemment, la France inscrit une action dans le cadre européen de la lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement. Elle prend en compte les différentes stratégies qui ont déjà été présentées, publiées et s'inscrit dans les objectifs gouvernementaux. Donc, j'ai mis plus en avant ceux qui sont en lien avec la thématique de l'eau, notamment la réduction de 10% de la consommation d'eau à environ 2030. Mais on a aussi d'autres objectifs qui sont en lien avec cette gestion de l'eau plus large, comme les zéro artificialisation nette aussi, qui a un lien avec ce grand cycle de l'eau. On a parlé du petit cycle, mais il y a aussi le grand cycle de l'eau. Et ce lien avec la biodiversité, puisqu'on va parler zones humides aussi et cours d'eau qui ont un impact sur cette gestion de l'eau plus largement. Les enjeux du ministère des Armées, évidemment, c'est
viser l'amélioration de la capacité opérationnelle par l'efficacité des solutions offertes dans le développement durable. On est vraiment sur comment permettre aux sites de continuer à fonctionner avec ces problématiques de gestion de l'eau qui peuvent apparaître, certains problèmes météorologiques, notamment sécheresse, inondation. Et donc, on est sur nos participations aussi aux efforts nationaux de lutte contre le changement climatique aussi. On est présent sur les territoires, parfois sur des emprises qui font plusieurs milliers d'hectares. On fait partie des usagers de l'eau aussi. Donc, à ce titre, on a les mêmes responsabilités sur cet usage de cette ressource. Évidemment, développer la santé, le bien-être, la condition des personnels et de leurs familles, c'est également important et conforter la prise en compte des enjeux de développement durable. Je vous ai mis très rapidement différentes stratégies qui existent déjà au sein du ministère des Armées. Celle sur l'eau a été publiée en 2023 à la suite de la publication du plan eau gouvernemental, suite à la sécheresse de 2022 qui a vraiment eu un impact sur l'ensemble du territoire national. Et c'est dans ce cadre qu'a été donc publié ce plan eau. Alors, le plan eau gouvernemental, très rapidement, c'est 53 mesures. Certaines vont s'impliquer plus aux agriculteurs, d'autres plus aux industriels, d'autres encore aux collectivités. Et globalement, au niveau du ministère des Armées, on se retrouve avec ces différents usages. Et ça qui est assez particulier, c'est que sur un camp, on va retrouver des industries. On va retrouver, comme on l'a dit, le petit cycle de l'eau sur nos territoires nationaux. Donc, le prélèvement de l'eau, le traitement, les différents usages. Et puis après, l'eau usée également traitée avant retour au milieu naturel. Donc, ces mêmes problématiques de réseau, de stations d'épuration. Et puis, sur certaines surfaces, on va également retrouver des agriculteurs là, plus sur le grand cycle de l'eau. Donc, on a vraiment l'ensemble de ces usages à prendre en compte. Les défis pour la stratégie ministérielle de l'eau, eh bien, je l'ai dit, donc préserver la capacité opérationnelle des armées. On a des usages qui sont très divers. On a plus de 1400 installations, ouvrages, travaux et activités sur nos sites. On a aussi de nombreuses installations classées pour la protection de l'environnement qui utilisent aussi de l'eau, donc qui ont aussi des prescriptions sur ces usages. Dès 2017, on avait mis en avant que voilà, il y avait des enjeux au ministère par rapport à une. Alors, j'ai du mal à lire mes notes, mais ah oui, une mauvaise connaissance des consommations, qui est un petit peu le point de base d'après des actions qui vont pouvoir être mises en place. On a aussi des captages qui avaient besoin d'être remis aux normes. Donc ça c'est en cours, c'est bien avancé d'ailleurs, mais voilà, ça reste encore à mettre en place. Et puis, on a aussi un réseau d'eau qui est en état médiocre. Alors, comme les collectivités, là, c'est le contraire par rapport à l'OPEX. On est sur des sites qui sont historiques, qui sont lourds, des bâtiments existants depuis parfois des centaines d'années. Donc, on a des réseaux qui sont aussi assez vieux et qui mériteraient aussi d'être voilà, parfois remplacés. Donc, on a des travaux à faire sur ce point-là. Et on sait que les collectivités, je pense, on est à peu près à 80% de performance. On avait dit 20% de fuite. On sait qu'au ministère des Armées, on doit être à peu près dans les mêmes chiffres ou sur certains sites, peut-être un peu plus. Euh, voilà, on est donc le gestionnaire du plus grand patrimoine public de l'État avec 274 000 hectares. Pour la plupart, des hectares de milieux naturels. C'est pour ça qu'on va beaucoup parler aussi du grand cycle de l'eau. Et puis, évidemment, un acteur de la politique publique. Voilà, je n'ai pas remis le petit cycle, mais plutôt le grand, puisque on a dans ces problématiques de gestion de l'eau sur nos sites sur le territoire national, des problématiques de sécheresse, des problématiques d'inondation. Alors, on fait partie de ce grand cycle. Le petit cycle est à l'intérieur. Et c'est pour ça que, en plus de tout ce qui a déjà été présenté, hein, ce qui est déjà travaillé sur le petit cycle de l'eau, ce qui peut l'être en opération extérieure, on l'a évidemment sur notre territoire national, mais on a aussi cette gestion au niveau du grand cycle de l'eau, de nos zones humides, des cours d'eau, qui permettent, en cas de sécheresse ou d'inondation, de réduire l'impact de ces éléments météo sur les emprises et sur le territoire, puisque on travaille vraiment là, on ne peut pas être en autonomie
sur nos sites. On travaille dans les bassins versants et les sous-bassins versants, et l'impact de nos activités ou des activités extérieures va avoir d'autres impacts voilà, sur notre territoire et les autres parties prenantes qui sont sur ce même bassin. Euh, voilà, donc on va travailler euh, avec ces parties prenantes dans le cadre des commissions locales de l'eau, avec les riverains aussi, puisqu'il y a vraiment des interactions qui sont réalisées entre nos sites, nos emprises et les sites extérieurs. On a des emprises qui sont toutes très différentes. Alors, certaines ont uniquement des forages et vont s'alimenter comme ça et vont avoir le petit cycle de l'eau sur leur site avec derrière le traitement et puis remise au milieu naturel. D'autres vont prélever uniquement l'eau de réseaux de collectivités proches et rejeter là aussi vers la collectivité. Et puis, il y a plein d'entre-deux. Donc voilà, chaque site est différent sur un territoire différent qui va avoir aussi des problématiques très différentes selon les cours d'eau qui passent, selon le stockage d'eau qui existe. Donc c'est voilà, c'est un travail vraiment assez lourd, important à faire en collectif avec les autres usagers de l'eau du territoire. Là, il est arrivé récemment que justement à cause de problématiques de sécheresse d'eau, c'est pour le camp de Cangeverse, justement, il y a des prélèvements qui soient réalisés pour alimenter une collectivité, pour leur permettre d'avoir l'eau dans cette période problématique. Voilà. Donc, on est vraiment, voilà, on fait partie des usagers dans un territoire et on s'y implique. Euh, pour revenir plus en détail sur cette stratégie ministérielle de l'eau, donc elle est organisée sur 5 objectifs. Donc le premier, c'est vraiment la connaissance, parce que c'est la connaissance de nos prélèvements, consommation, usage, rejet, qui va nous permettre derrière de mettre en place un plan d'action qui soit plus fin. On va également parler de cet objectif de sobriété. On s'inscrit évidemment dans cet objectif de sobriété. Euh, euh, on l'a vu, hein, il y a eu quelques exemples de présentés. On est sur les mêmes, hein, il n'y a pas de révolution technologique. Euh, on va également parler de réduction de l'empreinte eau du ministère, parce qu'on est sur une réduction des prélèvements. On est aussi sur une réduction via notamment d'autres solutions. Euh, on va être sur la réutilisation, par exemple. On parlait de réglementation tout à l'heure. Cette réglementation qui est sortie cet été va nous servir également à moins prélever d'eau pour pouvoir réutiliser l'eau sur nos sites. On va travailler aussi sur la désimperméabilisation pour travailler vraiment gestion de l'eau à la parcelle pour éviter d'avoir une inondation quand il y a des fortes pluies, essayer d'avoir une infiltration plus rapide de l'eau sur nos terrains. On va travailler également cette notion de qualitative sur la pollution. C'est vrai que on en parle, j'en parlais moins pour l'instant, mais si on a moins de quantité d'eau, on va avoir une concentration des polluants et là, on risque d'avoir des sources qui ne seraient plus utilisables parce que trop polluées. Ça peut déjà être le cas sur certains camps. Donc voilà, c'est une thématique là à travailler aussi sur le long terme. On découvre aussi de nouvelles choses avec la réglementation PFAS. On voit de nouvelles problématiques arriver, donc de nouveaux challenges. Voilà, à travailler ensemble. Là aussi, on a les problématiques des stations d'épuration, comme pour les collectivités. On sait qu'il y a encore quelques mises aux normes à faire également. Et puis, pour éviter aussi que lors de fortes pluies, on ait après des surplus qui aillent au milieu naturel. Donc, voilà les 3 grands axes, on va dire, d'action de cette stratégie. Les axes suivants sont plus axés communication et transfert d'informations. Le quatrième axe, on est vraiment sur comment justement s'intégrer dans son territoire avec les différents usagers. Donc justement, dans quel bassin hydrographique on se trouve, dans quel sous-bassin on se trouve, est-ce qu'il y a une clé, qu'est-ce qui est dit dans le sage, parce que justement, on va avoir des obligations qui vont qui vont s'appliquer et donc qu'il faudra connaître. Et puis le cinquième axe, on est là aussi sur la sensibilisation, la formation. Donc c'est un point qui est aussi à développer. Il en existe déjà. Donc voilà, voir ce qui est déjà bien fait
sur certains sites et voir comment le déployer. Globalement, c'est surtout ça la stratégie, c'est comment coordonner les actions de gestion de l'eau, trouver les bonnes pratiques et les diffuser ensuite aux différents sites. Je ne l'ai pas noté, mais on est sur une réglementation eau qui est la même que dans le privé. On n'a pas de différence de seuil ou voilà, quand il y a une obligation, par exemple, sécheresse de réduction des consommations, elle s'applique également à nous, évidemment. On a aussi cette responsabilité en tant qu'usager aussi d'être exemplaire et de participer aux efforts qui sont faits. On ne va pas rechercher ce que je disais, l'autonomie, hein, puisqu'on est sur un site, dans un territoire, dans un bassin, mais plutôt à s'adapter et trouver justement d'autres sources, d'autres solutions pour pouvoir les combiner. Quand il y en a une qui ne fonctionne pas à un moment donné, voilà, on sait qu'on pourra s'appuyer sur d'autres. C'est justement le cas pour la réutilisation des eaux. C'est une nouvelle source d'eau qui arrive quand une autre, par exemple, est moins utilisable. Voilà pour la présentation sur le territoire national. Eh bien, merci beaucoup. Euh, c'est maintenant le moment de passer aux questions. Euh, Questions que vous pouvez avoir potentiellement entre vous, questions qui peuvent venir du public, mais innovation technologique, questions qui peuvent également venir de l'Internet. Donc, pour ceux qui nous écoutent en ligne et nous regardent en ligne, n'hésitez surtout pas à poser vos questions dans la boîte de conversation ou de chat, comme disent les jeunes. Euh, et ce sont des questions qui m'arriveront directement sur cette tablette et que je pourrai directement lire auprès du panel. Mais je vous propose de prendre d'abord une question ou deux ou trois de la part du public, à moins que vous n'ayez directement des questions entre vous. J'ai déjà monsieur, au fond, avec un polo ou une chemise rouge. Bonjour, Patrice Lavis. J'ai une question au sujet des forages que vous pouvez faire en territoire donc non national. Est-ce que vous avez des relations avec les ministères des pays, les ministères de l'hydraulique, des pays concernés sur lesquels vous intervenez pour faire des forages? C'était la première question. Et la deuxième question que j'avais, c'était la répartition entre les prestations sous contrat dont vous avez parlé et ce que vous faites in-house, en fait, vous-même, avec votre propre personnel. Merci. Est-ce qu'il y a une seconde question dans le public? Ici, monsieur. Avec un polo de couleur prune. Bonjour. Plutôt une question pour le colonel Minguet. Je voulais savoir s'il y avait déjà eu des cas où l'eau était un facteur limitant à l'opération. On parle de 70 litres minimum par jour par combattant. À des moments, on se dit, est-ce que ce serait trop loin, trop compliqué d'acheminer par hélicoptère pour pouvoir faire certaines missions? Merci. Merci beaucoup. Éventuellement, une troisième, monsieur, au fond. Et ce sera la dernière, en tout cas pour ce premier cycle de questions. Bonsoir, Benjamin Kerriot, ancien médecin militaire, ça vous permettra de comprendre le contexte. Euh, En fait, ma question est liée au risque chimique, parce que là, on a parlé de l'eau, de réduire le plus possible la consommation et donc la production pour réduire l'empreinte. Moi, ma question, c'est en cas d'accident chimique ou d'exposition à un chimique. Là, d'un seul coup, on aura besoin, en l'espace de quelques heures, d'immenses quantités d'eau. Donc, est-ce qu'il est prévu malgré tout d'avoir des stocks de plusieurs centaines, de plusieurs milliers de litres quelque part sur le théâtre que l'on peut acheminer rapidement au cas où on ait un besoin massif d'eau pour faire face justement à une décontamination, à une chaîne de décontamination, soit petite taille en cas d'accident ou soit grande taille en cas d'attaque. Qui veut commencer? Donc, déjà pour les deux premières questions, donc, qui étaient la partie forage et externalisation et main-d'œuvre militaire. Alors, pour la partie forage, on va dire que ça dépend en fait du pays dans lequel on est. Là, dernièrement, dans les pays dans lesquels on s'est implanté, du coup, on fait venir, comme je le disais, un hydrogéologue militaire. Mais en fait, il y a des démarches en fait de permis en fait de foration
qui sont réalisés avec le pays hôte. Donc en fait, il y a toute une réglementation qui est aujourd'hui la réglementation européenne, hein. Donc notamment voilà, pour les pays en Europe. Donc en fait, nous, on fait une étude et après, en fait, il y a un hydrogéologue agréé localement en fait, qui valide notre étude et après, on obtient en fait du pays hôte l'autorisation de forêt. Pour la partie externalisation, bah, en fait, ça va dépendre des théâtres, ça va dépendre en fait des équipements qui sont mis en place, ça va dépendre en fait du volume entre guillemets de la force aussi qui sera mis en place. Donc en fait, on est sur des théâtres où pour la partie haut, on peut être en 100% externalisation. Donc à savoir que voilà, nous, on a des accords cadres en fait avec des sociétés qui nous accompagnent bah, dans tous les pays du monde, normalement, c'est ça. Mais après, effectivement, si la zone de conflit, entre guillemets, se durcit, en fait, on fait rentrer effectivement ces entreprises privées. Du coup, c'est pour ça qu'on travaille à des équipements duals qui peuvent être repris par de la main-d'œuvre militaire. Donc, c'est pareil, en fait, la main-d'œuvre militaire, bah, il faut une main-d'œuvre spécialisée malgré tout, parce qu'en fait, on ne s'improvise pas producteur ou potabilisateur d'eau. Donc, en fait, il y a certains régiments en fait, de génie militaire de l'armée de terre voilà, qui ont cette spécificité, mais en fait, les effectifs sont en nombre, entre guillemets, restreint. Donc, c'est pour ça, dans un premier temps, on va mettre, nous, au niveau du stationnement, de l'externalisation. Et après, si besoin, en fait, on pourra mettre de la main-d'œuvre militaire, parce que la main-d'œuvre militaire est plutôt réservée à la première phase que je disais tout à l'heure, le déploiement, parce que là, on va être sur des équipements, entre guillemets, mobiles et sur une zone de conflit assez dense, qui peut être soit haute intensité, soit engagement majeur. Et donc là, on ne pourra pas mettre d'entreprise civile en première ligne, entre guillemets. Alors, sur les opérations, moi j'ai un exemple très précis, je vous le raconte rapidement. C'était une opération qu'on a dû stopper, en tout cas modifier très fortement à cause d'un problème d'eau. Euh, C'était une opération au sud de Gao, en forêt de Serma. C'est la fameuse zone des trois frontières entre Niger, Burkina Faso et Mali. Opération commando, donc petite opération, hein, petite opération en volume, plusieurs hélicoptères, et on dépose des commandos au sol en dernière phase pour aller neutraliser les derniers terroristes qui sont au sol. Et l'opération dure longtemps, beaucoup plus longtemps que ce qu'on prévu, parce qu'on est tombé sur une énorme cache. Et au bout de 24 heures, effectivement, les commandos au sol étaient en rupture d'eau et avec deux malaises sérieux, et puis le taux enfin, la chaleur qui fait là-bas, plus les équipements plus le stress de la mission, on avait deux commandos en tout cas qui étaient en état de déshydratation assez avancé. Donc on a dû changer les plans, on a dû renvoyer des hélicoptères, ce qui a coûté, enfin, si, en coût logistique est extrêmement fort parce que trois frontières Gao, c'est quand même 2 ou 3 heures d'hélicoptère, c'est du potentiel. Et donc on a dû complètement rechanger l'opération, on a dû ramener des troupes au sol pour s'assurer, évacuer médicalement les deux commandos. Voilà, donc c'est un exemple qui peut paraître anecdotique, mais quand je parlais tout à l'heure d'adaptation, de légèreté d'empreinte, ça va à tous les niveaux, à la fois au niveau de la division de la brigade, mais même au niveau individuel. On essaye de développer de plus en plus des équipements individuels. Alors, c'est des choses qui sont encore en cours d'élaboration, mais des équipements individuels qui peuvent rapidement permettre de se procurer de l'eau. Vous allez me dire, dans la forêt de Serma, au sud du Mali, c'est assez compliqué. Mais c'est des choses sur lesquelles on travaille, notamment sur les progrès qu'on fait dans les équipements et dans les tissus, des tissus toujours de plus en plus respirants, qui laissent passer, en tout cas, qui limitent la déshydratation. Et donc, c'est l'exemple que j'ai en tête, mais oui, oui, c'est quand on a mal calculé ça au départ du coup et qu'on a oublié le facteur eau, forcément, on se met en difficulté. Les opérations ne se passent pas forcément bien. Ça, c'était la première question. La deuxième question qui pourrait être complétée. Sur le stock d'eau en cas d'attaque chimique. Alors, j'ai pas de réponse à vous donner. Je sais qu'en Roumanie, quand on l'a déployé en 2022 assez rapidement, j'ai demandé, enfin, on m'a envoyé rapidement des experts du 3e régiment de Dragons, qui est le régiment qu'on appelle NRBC, nucléaire, radiologique, enfin chimique, parce que il y avait Zaporizhzhia en Ukraine qui n'était pas très loin et on avait voilà, des vrais risques de contamination. Je sais qu'ils ont fait un audit, ils ont fait des études. Je ne sais pas quels étaient les résultats. J'ai pas eu d'alerte rouge en disant il y aura un souci, mais en tout cas, voilà, c'est l'une des solutions
qu'on a en opération, on a quand même un régiment dédié à ça sur tout ce qui est décontamination. Et j'imagine ils ont pris ça en compte. Où est le stock d'eau et quel est le besoin et comment le faire pour se procurer. Je ne sais pas s'il y a des compléments sur cette question. Dans le panel? Oui, enfin, après, en termes de complément sur cette question, c'est vrai que nous, c'est pareil, moi je vais revenir sur la partie stationnement. Donc, dans la doctrine que je vous ai montrée tout à l'heure, en fait, dans la PIA, en fait, il y a un stockage d'eau en fait, qui est en général de 48 heures. Et on prend la limite haute qu'on a évoquée tout à l'heure en termes de ratio eau par jour par pax. Donc, ça représente quand même un certain volume d'eau en fait en fonction de la taille du camp. Alors après, voilà, est-ce que ce volume est nécessaire, enfin suffisant, on va dire, je ne sais pas. Et effectivement, après, on se repose bah, sur les gens spécialisés du domaine, voilà, pour faire les études inhérentes à ce sujet, quoi. Très bien. Alors, je vous propose maintenant de prendre une salve de questions que nous avons reçues en ligne. Il y en a pas mal, donc je vais essayer de vous les résumer de façon synthétique. Je vous propose peut-être de prendre des notes parce que, comme je disais, il y en a beaucoup. Euh, D'abord, deux questions sur le Mali. Une première question a été évoquée par le premier intervenant, la nécessité qu'une force libératrice ne devienne pas colonisatrice. Comment le Mali a-t-il vécu l'acheminement de l'eau par camion? Et dès que l'armée est hors de France, quelle est la loi qui s'applique? Est-ce que c'est la loi française ou est-ce que c'est du, la loi locale? Autre question sur le Mali, on vous demande pourquoi vous n'avez pas utilisé les eaux usées comme ressources utilisées pour fabriquer de l'eau potable, avec des questions un peu techniques, notamment qui propose d'utiliser une unité à biomembrane qui aurait été beaucoup plus légère à porter que des cartons d'eau. Pourquoi vous n'avez pas fait ça au fond? Alors, une autre question sur d'Alstom, sur un projet de recherche et développement européen porté par Alstom et la SNCF sur l'adaptation des systèmes ferroviaires au changement climatique. Est-ce que vous avez connaissance de ce projet et est-ce que vous interagissez avec lui? Euh, Une question sur les technologies et les innovations qui peuvent être mises en œuvre pour améliorer la gestion de l'eau au sein des armées françaises, notamment en matière de dessalement, de traitement des eaux usées et de récupération des eaux de pluie. Aussi, quel rôle pour l'armée dans la sensibilisation aux enjeux liés à l'eau et dans la promotion des pratiques durables? Quelle collaboration est-ce que l'armée a avec d'autres pays et organisations sur ces questions de stress hydrique, notamment sur la question du partage des meilleures pratiques? Alors, deux questions sur les toilettes sèches. C'est un sujet qui manifestement intéresse. Est-ce qu'il n'est pas possible de s'inspirer de certains pays où l'eau est déjà raréfiée? On pense aux Émirats arabes unis ou certaines régions en Afrique. Ne peuvent-elles pas constituer des modèles avec des retours d'expérience sur la gestion de l'eau? Et puis enfin, la dernière, quel est l'impact des centrales hydroélectriques sur le stress hydrique? Voilà, ça en fait beaucoup, mais la satisfaction des internautes est à ce prix. Et donc, je vous propose de vous les répartir entre vous, si vous voulez bien. Je prends la première. Effectivement, les convois logistiques, enfin, ouais, c'est un vrai souci. Cette empreinte qu'a la force sur la population locale est vraiment quelque chose à prendre en compte. On peut complètement louper une opération, ou en tout cas produire l'inverse de ce qu'on voulait. Et c'est effectivement important. Alors, la première chose, c'est d'avoir des agréments, des accords techniques, ce qu'on appelle technical agreements avec les pays hôtes. C'est-à-dire que chaque fois qu'on se déploie, on a des accords. Soit il y a des accords de défense qui existent déjà. Et c'est assez détaillé, hein, on va assez loin dans ces accords de défense. Soit on réétablit des accords techniques. Alors, ça dépend des pays dans lesquels on est déployé. C'est sûr qu'un accord technique avec la Roumanie ne sera pas le même qu'avec le Mali. Et puis, dans ces accords techniques est décrit ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on n'a pas le droit de faire. Ça s'appelle les caveats. Et ça fait partie dans n'importe quel déploiement. Avec le pays hôte, on établit des caveats, donc des restrictions, des choses qu'on a le droit de faire ou qu'on n'a pas le droit de faire. Euh, et encore une fois, c'est extrêmement, c'est vraiment une préoccupation première du commandement de s'assurer d'avoir une empreinte minimale sur la population et dans les pays dans lesquels on opère. Ça, c'était plutôt pour la première question. La deuxième question, je réponds, j'ai vite passé là sur oui, pourquoi on a pu utiliser de membranes plutôt que de bouteilles. Je ne sais pas, sans doute on ne les avait pas à l'époque. Euh,
On a maintenant des usines aussi enfin, des unités, en tout cas de conditionnement. Pierre en a parlé un peu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on produit l'eau, mais après on peut les mettre en bouteille. Alors c'est un peu plus récent, mais et c'est aussi des bouteilles qu'on recycle. Donc ça évite, enfin, ça rentre dans ce mécanisme de recyclage. On embouteille nous-mêmes l'eau, enfin les régiments de génie l'embouteillent elles-mêmes et on les recycle. Donc une fois que les bouteilles sont sur le territoire, on n'a pas besoin d'en ramener en permanence. Voilà, je passe peut-être la main sur cet aspect plus technique après, Pierre. En fait, c'est un projet qui est en cours, effectivement, qui est porté ben, voilà, par l'armée de terre aujourd'hui. Donc, en fait, il y a eu une contract. Enfin, je ne suis pas leader hein, sur ce sujet-là, mais sur l'embouteillage, en fait, c'est un vrai sujet, en tous les cas, pour l'opération extérieure, parce qu'on se rend compte qu'on met quand même en place des équipements qui sont onéreux et qui sont en mesure de produire une eau de qualité embouteillée. Et après, en fait, il faut avoir effectivement une chaîne d'embouteillage derrière. Donc la chaîne d'embouteillage, bah, d'une part, c'est un équipement supplémentaire à acheter, un équipement supplémentaire à soutenir, et au-delà de ça aussi, bah, de la main-d'œuvre pour l'exploiter. Donc aujourd'hui, en fait, voilà, il y a un développement technique sur ce produit. Il n'est pas encore totalement finalisé. Et demain, voilà, une des questions qui sera traitée, notamment bah, voilà, avec le CPCO, c'est qui finalement est à la manœuvre en fait pour embouteiller les bouteilles sur le théâtre d'opération, sachant que en fait dans ce domaine-là, on a le commissariat des armées, on a l'armée de terre, on a le service de santé des armées qui est partie prenante sur la qualité d'eau, et on a bah, voilà, le SID aussi qui est partie prenante parce que c'est eux qui mettent les usines de production d'eau quand on est sur le long terme sur le stationnement. Donc voilà, aujourd'hui c'est un sujet d'actualité important, mais il y a encore des avancées à faire. Sur la partie utilisation des eaux usées, alors comme je le disais tout au début, pour en faire de l'eau potable, en fait, on est quand même, on fait pas ce qu'on veut, on est quand même régi par des textes réglementaires. Et aujourd'hui, en fait, les textes réglementaires, en fait, nous permettent pas d'aller jusque-là. Et je pense que d'ailleurs, c'est quand même plutôt bien, effectivement, que ça aille pas jusque-là pour l'instant, parce qu'après, il y a quand même des risques derrière sanitaires qui sont avérés et importants. Donc, effectivement, les technologies évoluent, mais ce qui veut dire que quand les technologies évoluent, il faut faire aussi évoluer en fait et augmenter la qualité en fait de l'exploitation. Donc, il faut former en fait bah, que ça soit une exploitation externalisée ou de la main-d'œuvre militaire à des nouveaux équipements qui sont encore plus pointus. Donc, en fait, il faut quand même y aller crescendo. Donc là, déjà, effectivement, utiliser en fait des eaux grises ou des eaux usées pour en faire de l'eau technique, c'est déjà une step qui est déjà importante parce que on se rend pas compte, mais sur le territoire, enfin sur le territoire national, on a de la compétence en fait qui est présente. Quand on se retrouve sur un théâtre d'opération dans une zone de conflit, on se sent très vite seul et livré à nous-mêmes, quoi. Donc on peut pas faire venir un ingénieur qui va régler un automate parce que l'automate il est tombé en panne, etc. Après, à un moment, il faut se débrouiller par nous-mêmes. Donc il faut quand même que les solutions soient bien éprouvées avant de les développer. Et donc là, je pense qu'on est un peu trop, effectivement, on y pense, mais en tout cas, ça ne sera pas pour tout de suite. Concernant les modèles, en fait, bah déjà, utiliser des modèles d'autres armées, en fait, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, en fait, il y a une veille technique. Donc, il y a une veille technique nationale, mais en fait, pas que. En fait, il y a aussi une veille technique internationale. Nous, en fait, on a choisi en fait, que le projet EcoCamp soit un projet national. Pourquoi? Parce qu'en fait, on gagne en réactivité sur la conception des briques, sur l'innovation, etc. Mais il faut savoir qu'il y a d'autres projets, en fait, qui sont au niveau européen qui sont l'équivalent en fait du projet EcoCamp et qui là regroupe en fait bah, voilà, les acteurs de la défense européen, que ce soit bah, les armées en tant que telles ou en fait des consortiums d'entreprises. Donc il y a le projet INDI qui travaille sur la partie électrique et énergie, mais ils intègrent aussi la gestion des déchets. Donc voilà, en fait, il y a vraiment plusieurs projets qui sont portés à différents niveaux, à différentes échelles. Donc en fait, voilà, on s'est pas oublié, mais voilà, c'est juste qu'en tous les cas, dans cette présentation-là, ça apparaissait pas. Euh, et, euh, et la sensibilisation, nous, on le fait sur les théâtres d'opération, effectivement, à sensibiliser les gens bah, sur, c'est ce que je disais, en fait, par le biais, nous, on a choisi le biais de la BD parce qu'en fait, l'armée de terre faisait le Terre-Info Magazine. Et du coup, dans le Terre-Info Magazine, il y a le Sergent Tim, pour ceux qui connaissent. Et le Sergent Tim, il a toujours des histoires à raconter. Et nous, on s'est dit qu'on allait faire le pendant, en fait, pour expliquer, pour sensibiliser les gens, en fait, sur l'importance en fait de bien utiliser et de réduire les consommations d'eau.
Et après, pour les centrales hydroélectriques, je laisse la parole. Je veux bien prendre la relève sur cette partie. Alors, sur les technologies, on a parlé de toilettes sèches aussi. C'est une solution qui est utilisée déjà dans certains camps. Donc, c'est vraiment à travailler par rapport aux besoins. Il faut savoir qu'il y a des conditions particulières pour que ça fonctionne. Il ne faut pas qu'il fasse trop froid ni trop chaud. C'est des gradations biologiques. Donc, il faut aussi qu'il y ait un apport qui soit un peu continu. S'il y a une grosse charge à un moment et qu'il n'y a plus d'apport après, ça risque de dysfonctionner. Donc, c'est vraiment à bien réfléchir en amont, mais ça peut être mis en place et ça l'est parfois. Sur la désalinisation de l'eau de mer, c'est une solution qui existe déjà pour certains sites isolés, notamment sur des îles, là où l'apport d'eau n'est pas possible par d'autres moyens. Après, c'est pas la solution miracle, notamment en opération extérieure. Déjà, il faudrait être à côté de la mer. Et puis surtout, ça va produire de la saumure. Donc ça, c'est rejeté en mer et ça va modifier le taux de sel de l'environnement. Pour la biodiversité, c'est pas une très bonne solution. Ça consomme aussi beaucoup d'énergie. Donc voilà, il faut pouvoir mettre, trouver la bonne solution pour le bon usage. Et puis pour les centrales hydroélectriques, alors ça a un impact, mais pas forcément sur le stress hydrique. Alors les centrales hydroélectriques sont les plus gros préleveurs d'eau, mais ils en rejettent aussi énormément. Donc en fait, ils sont très loin d'être les plus gros consommateurs. Ils sont très peu consommateurs d'eau. Ils ont un impact principalement par rapport à la qualité d'eau qu'ils rejettent, qui va avoir une température plus élevée que celle qu'ils ont prélevée. Et c'est ça qui a un impact sur la biodiversité, moins sur la quantité, donc moins sur la partie stress hydrique. Moi, j'ai peut-être une petite information en plus sur la question de la coopération au niveau européen. On a trouvé une coopération lancée par l'Agence européenne de défense qui a commencé en 2016 sur justement l'eau et la gestion de l'eau par les armées européennes, qui a été un projet mené par 5 pays européens, dont la Grèce, l'Espagne, le Portugal, l'Irlande et le dernier, c'est Chypre, qui consistait à étudier l'impact et l'empreinte eau d'une base militaire dans chaque pays qui faisait partie du projet. Malheureusement, il n'y a eu qu'une seule phase donc, d'analyse de l'empreinte eau et la deuxième phase qui devait mettre en commun les enseignements et améliorer l'empreinte eau sur chaque base n'a pas encore eu lieu, ou en tout cas on n'a pas eu connaissance de son développement. Mais c'est un bon exemple de coopération et de comment est-ce que les armées peuvent mettre en commun des bonnes pratiques. Mais voilà, pourquoi pas la France et les armées françaises lancer la phase 2. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Et ceci va conclure notre première table ronde. La seconde sera consacrée à une question, hélas, tristement d'actualité sur les questions de gestion de l'eau pour les pays européens du pourtour méditerranéen et potentiellement autour du risque de conflictualité liée à cette gestion de l'eau. Mais pour l'heure, il est temps d'aller boire un café et nous nous retrouvons ici dans 10 minutes à 17h45.